Moi, je pense qu'il y a les questions. Donc, on avait Mhm. décidé ce soir de parler des questions D'emploi et de d'emploi, salaire, euh, d'emploi et de revenus. d'emploi et de revenus. Voilà. Donc, qui sont deux questions bien distinctes, me semble-t-il. Et sur la question de l'emploi, je pense que ce que moi j'aimerais aborder, c'est les changements de paradigme, la question du télétravail, par exemple, qui me semble va Mhm. prendre beaucoup d'importance. Sur la question des rémunérations, elle me semble importante aussi parce que euh, mon cas personnel, c'est que je suis fonctionnaire, que je suis en télétravail, que évidemment, je fournis pas, je suis bibliothécaire, hein, je ne fournis pas la même dose de travail en télétravail là que ce que je pourrais faire, que néanmoins j'ai une rémunération qui continue à 100%, que je suis extrêmement privilégiée, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Et alors je pense à la fois aux professions libérales, aux gens qui travaillent dans le privé, et puis aussi à toutes ces personnes. Je sais que par exemple, à Aix-en-Provence, à côté de Marseille, à Marseille, on a réouvert les puces très vite, alors qu'on était encore en confinement. Mais pourquoi on a réouvert les puces? C'est qu'il y a des gens qui étaient en train de mourir de faim parce que les puces, bah, c'est un gagne-pain. C'est des petits boulots comme ça, c'est aller troquer un objet contre un autre, etc., qui permet de survivre, non pas de vivre, hein, mais bien de Mhm. survivre. Donc il y a eu des choses là qui se sont passées qui sont assez terribles pour certains, et il y a des différences qui se creusent énormément en termes de non pas d'égalité, mais d'inégalité. Mhm. Et voilà, moi, c'est des choses que j'aurais aimé aborder quand même si on n'est pas nombreux. Je sais que voilà, Jérôme, lui, il est enseignant dans un lycée professionnel. Et moi, ça m'aurait intéressé d'avoir son avis, par exemple, à la fois sur sa condition d'enseignant à lui, mais aussi peut-être sur le retour Mhm. de ses élèves qui sont pour un certain nombre d'entre eux, sinon pour beaucoup, des gens issus de familles en précarité, sachant que Arles est une ville où la précarité. J'ai Mhm. envie, moi, dans ce moment-là, de quand même construire des pistes de réflexion qui pourront m'aider, pour faire en sorte qu'on construise ensemble ce monde de demain, quoi, qu'on ne veut pas Mhm. laisser faire aux autres, justement. Mhm. Du coup, Jérôme, je te glisse un peu la parole. Oui. Oui. Quand tu m'as appelé, tu m'as invité à venir écouter. Oui, c'est ça. Ah oui, je D'accord, ok. Merci Gaël. de rien, je t'en prie. Oui, mais comme dirait Tu l'autre, la bouche n'est pas loin des oreilles. Ouais, tu Voilà. m'en voudras à vie, c'est ça? Non, mais non. Non, mais c'est vrai, c'est. Alors, je peux malheureusement pas répondre à tes questions. C'est-à-dire que je sais que mes élèves sont en difficulté. Moi, je peux parler de qu'on appelle ça, de la fracture numérique ou de l'électronisme de certains de mes élèves. Je peux parler de probablement, je ne le sais pas précisément, mais de difficultés psychologiques dans des familles qui sont restées confinées à, je ne sais pas, 4, 5, 6 ou plus dans un appartement. Mais après, sur le reste de la question, je crois pas, enfin, j'ai pas de données précises, en fait. J'ai juste un sentiment. On a deux lycées donc à Arles, un lycée de centre-ville, où en tout et pour tout, sur la période, l'établissement reconnaît avoir perdu 6 élèves sur la totalité du lycée. C'est-à-dire ils n'ont pas réussi à contacter et à faire travailler 6 élèves. Alors que sur le lycée où je suis, le lycée polyvalent est... bon, ils en sont très très loin de ce chiffre-là. Et sur le lycée professionnel, c'est encore pire, vraiment. Moi, ce n'est pas un tiers de mes élèves qui ont travaillé pendant le confinement. Et toi, au niveau de ton emploi, est-ce que tu penses que ça va changer la question de la façon dont travaillent les profs, ou est-ce que c'est juste une période qui, une fois qu'elle va être clôturée, parce que c'est pour en avoir parlé avec d'autres amis qui sont enseignants, voilà, ils ont fait des cours via Zoom ou d'autres applications, etc. Est-ce que ça va être mis de côté à la rentrée prochaine, ou est-ce que c'est des choses qui vont perdurer? Comment est-ce que tu as un sentiment là-dessus? Alors, ça ne va pas être mis de côté à la rentrée prochaine parce qu'on se pose la question, là on est en train de se demander comment on va accueillir les élèves la semaine prochaine, combien d'élèves et dans quelles conditions. Et au-delà de ça, on ne sait pas comment on abordera la rentrée de septembre. On ne sait pas où en sera l'épidémie, on ne sait pas. Et s'il faut qu'on continue à mettre des gestes, des barrières de sécurité, des gestes de sécurité ou des mesures de sécurité, on va forcément, à mon avis, enfin,
en septembre, on s'attend à ce qu'en septembre, on soit encore avec des consignes particulières. Donc oui, là, les cours à distance ont un rôle à jouer. Et bon, on a pris connaissance, on commence à savoir où sont ceux qui nous a posé problème. En gros, la multiplication des plateformes sur lesquelles on a perdu des élèves. Je veux dire, on a un espace numérique de travail, Atrium, qui dépend de la région. On a un logiciel de gestion des notes, Pronote, d'Index Éducation. On a les mails et tous les autres outils. Alors, les élèves ont été perdus. Ils ne savaient pas par quel moyen, par quel biais communiquer. Et puis nous, ça nous a épuisés. Je vais les refaire 3 fois, 4 fois la même information, doublée parfois par SMS pour ceux qui avaient ou par WhatsApp pour ceux qui avaient des téléphones portables. Voilà. Donc ça a été épuisant. Courir après les élèves pour les solliciter régulièrement. Donc on sait que ces outils-là, il va falloir qu'on les mette en place, qu'on se focalise sur un outil peut-être en particulier et qu'on apprenne aux élèves à s'en servir très très vite. Et au niveau de l'axe un peu professionnel, donc c'est des élèves qui se destinent au métier de la restauration, là aussi. Oui, entre autres, oui. Moi, c'est un lycée tertiaire, donc il y a des gestion administration, des CAP de vente ou des bac vente, commerce. Donc ceux-là peuvent, il y a des cours théoriques qui peuvent être faits en distanciel, comme on dit. Maintenant, en effet, je veux dire, tout ce qui est service ou cuisine, ça c'est extrêmement difficile à Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est déjà sur des inégalités, voilà, entre les métiers du tertiaire et puis d'autres métiers qui ont un peu plus dans le cambouis, si on peut dire. Et j'ai le sentiment que ces inégalités, elles vont être renforcées. J'ai le sentiment, en fait, que cette période, c'est pas une simple parenthèse, c'est qu'il y a des inégalités. Alors, à la fois en apprentissage, c'est-à-dire que les bons élèves, ils vont devenir, ils ont eu là une période dans laquelle ils ont pu devenir encore meilleurs, et puis les élèves qui avaient plus de difficultés, ils en auront encore plus. Et de même dans les métiers, je disais tout à l'heure, moi je suis fonctionnaire d'État, je suis sur un statut protégé, et j'ai rencontré des gens qui sont dans des situations qui ne sont absolument pas les mêmes, et là aussi les inégalités se creusent. C'est-à-dire que demain, ça va être encore plus différent, et j'ai un peu peur j'ai un peu peur. Je suppose que le gouvernement et d'autres personnes très bien intentionnées risquent de faire jouer ces inégalités-là pour faire tomber des choses dans les statuts des fonctionnaires, bien sûr, et se servir des uns contre les autres, etc. Donc là, c'est sur des situations comme ça que justement, ce qu'on fait nous ici, moi, ça me paraît intéressant. J'aimerais bien qu'on arrive à réunir justement des gens qui ont des statuts et des métiers différents les uns des autres, et qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut non pas tomber dans le piège du ah oui, mais toi, tu as vu ultra privilégié alors que moi, je souffre beaucoup. Ah oui, mais moi, je souffre plus que toi parce que tu vois, là, il y a ça. Et tomber dans ce piège de la désunion qui serait vraiment terrible et qui donnerait au gouvernement notamment la main, mais pas que au gouvernement, aussi aux entreprises et aux patrons, de détricoter encore un peu plus le code du travail pour nous faire avaler encore un peu plus de couleuvres, quoi. Et du coup, est-ce qu'entre enseignants et élèves, il y a des discussions comme ça qui peuvent avoir lieu, ou est-ce que vraiment ils sont très éloignés de ces problématiques Je ne sais pas comment est-ce que les élèves te perçoivent toi, par exemple. Est-ce qu'il y a des échanges là-dessus ou pas du tout? Alors, en lycée professionnel, les élèves sont très éloignés généralement de ces problématiques-là. Ils sont vraiment peu nombreux, les élèves avec lesquels on peut avoir des échanges intéressants sur le monde du travail, sur la société de demain et tout le reste. C'est pas un cliché, nos élèves de lycée professionnel, ils sont en lycée professionnel pour une raison. Je veux dire, la sélection, elle est voilà, c'est le cursus classique, c'est tu passes par la seconde générale et tu vises C et puis les grandes écoles après. Je veux dire, t'es très rarement en lycée professionnel par choix. Donc, mais bon, oui, ce sont des élèves qui ont des difficultés et avec lesquels
la discussion est difficile sur ces sujets-là. Ok. Et bon, alors du coup, comme j'ai été nommée à l'instrument plein gré animatrice de ces cafés du jeudi, et qu'en effet, j'avais invité Jérôme à venir en lui disant, mais tu verras, tu écouteras, et puis tu verras si ça te plaît. Je ne peux pas me faire parler tout seul. Et voilà, j'aimerais bien avoir l'avis des autres personnes ici. Vous, comment est-ce que vous vivez votre situation professionnelle? Est-ce que cette histoire de ces inégalités qui risquent moi, je pense qu'elles vont se renforcer. Est-ce que vous sentez ça aussi ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que vos pratiques professionnelles vont changer ou que vraiment c'est juste une parenthèse et que tout va reprendre comme avant? Quel est votre avis là-dessus? Pas tous en même temps, mais… Ouais, moi, je voudrais revenir, si vous permettez, donc Mokhtar, je voudrais revenir sur ce que dit Jérôme ou la question que tu posais par rapport aux inégalités, et simplement dire que mon sentiment à moi, et j'allais dire je suis à l'abri parce que j'ai des grands gamins qui font tous des études universitaires et qui, de ce point de vue-là, ont d'autres soucis que ceux qui sont relégués, mais que dans le fond, les inégalités ne font que s'accentuer. C'est-à-dire qu'à chaque crise et à chaque moment difficile, on s'aperçoit que c'est encore pire qu'avant. Aujourd'hui, lorsque on part, moi j'habite Paris, je milite dans Seine-Saint-Denis, donc on imagine ce que ça peut dire. Et dans ce département, il y a à la fois de l'excellence pour un tas de raisons, et notamment parce qu'il y a de l'expérimentation pédagogique et éducative qui se passe avec de l'engagement pour certains, mais qui sont à la marge finalement. Avec des volontés aussi des personnalités, parmi, je parle des jeunes, mais globalement, on est sur des filières de relégation, des filières professionnelles dans lesquelles les jeunes ne se projettent pas, puisque l'espoir professionnel ou la promotion sociale et professionnelle se tarit, en tout cas, est limitée. Donc, la question qui est posée fondamentalement en dehors de la compétence technique ou professionnelle pour ces jeunes, c'est de savoir quel est leur avenir en termes de capacité à consommer et être dans le mouvement de la société, avoir une voiture, un appartement, un logement, partir en vacances, aider ses gamins à s'habiller, etc. C'est, dans une certaine mesure, les mêmes questions qui étaient posées en termes de promotion sociale chez les ouvriers il y a 40-50 ans, mais c'est les mêmes aujourd'hui parmi tous ces jeunes. Je connais un petit peu Arles, mais je vois bien aussi comment les choses peuvent se passer. De la même manière qu'à Marseille ou dans les banlieues lyonnaises, mais c'est la même chose en Seine-Saint-Denis. La question, c'est pourquoi l'ubérisation et le petit patronage, j'allais dire précaire, existent autant parmi ces jeunes. Pourquoi ça a succès autant que ça? Je connais aujourd'hui que ça, que des gens qui font du taxi ou de la livraison, qui viennent de banlieues, des quartiers les plus défavorisés. À quel moment on a péché? À quel moment ça a déconné? À quel moment mais juste pour répondre donc à cette question, j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. C'est pas parce que dans la réalité sociale globale et de la société, ce qui fait la grande société, il y a aussi de la promotion où on voit un certain nombre de jeunes des quartiers qui arrivent à des postes de fonctionnaires ou d'autres postes de décision, etc. Mais une grande partie de la majorité des jeunes est reléguée. Voilà, c'est juste pour apporter déjà cette précision. Et en même temps, revenir peut-être, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler très longtemps, ou en tout cas de manière très structurée, c'est la question effectivement du télétravail. On a vu surgir de plein fouet, mais pour tout le monde, y compris pour les instituts, les profs, les comptables, tout le monde en fait, vraiment. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du changement profond qui s'est installé. Sur des questions comme la mobilité, sur la question comme le droit, sur la question comme la continuité dans l'ordre du travail, etc. Donc là, oui, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes à creuser. Voilà. En effet, moi j'aimerais bien si vous voulez bien, qu'on appuie un peu sur cette question du télétravail. Juste une petite remarque, je pense que la question des femmes là-dedans va être prééminente aussi parce que il ne s'agit pas que le télétravail, ce soit renvoyer les femmes à la maison et qu'elles s'occupent des gosses et qu'elles bossent en même temps. Voilà.
j'ai une grosse crainte là-dessus, mais bon, il y a aussi beaucoup de choses très positives sur le télétravail. Pour autant, il faut qu'il soit en effet encadré et il ne faut pas, encore une fois, que ça devienne un truc pour les femmes quand les hommes continueraient, eux, d'avoir du lien social direct entre eux, etc. Est-ce que d'autres personnes, Frédéric ou Claire, est-ce que vous voulez… Moi, je voudrais quand même réagir à ce que tu viens de dire. Oui, Arnaud. Il ne faudrait pas non plus que le télétravail ce soit l'occasion pour renvoyer les hommes à la maison pour qu'ils s'occupent des enfants. Parce que dans la période de confinement, c'est l'expérience que moi j'ai eue. Donc, exceptionnel. Oui, non, mais donc c'est bon, alors à titre professionnel c'est particulier. Moi je pense que donc, le télétravail était tout à fait possible vu mon activité professionnelle qui est en fait je travaille au Sénat, mais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que bon, moi j'aime bien commencer par des définitions. Ce serait peut-être utile qu'on redéfinisse ce que c'est que le revenu et ce que c'est que l'emploi. Donc je vais vous faire une petite définition, puis après je vais faire le lien avec les expériences personnelles. Donc il y a plusieurs définitions du revenu. La première définition, qui est la plus communément acceptée, c'est que le revenu, c'est l'ensemble des ressources et des droits. On oublie souvent que les droits, ça fait partie du revenu. Donc, l'ensemble des ressources et des droits qui ne conduisent pas à une diminution du patrimoine. Donc, par exemple, quand le patronat diminue les droits des salariés, en réalité, ils baissent leurs revenus. Donc ça, c'est la première définition du revenu. Deuxième définition, puis on va voir ce que ça a comme conséquence. Puis la deuxième définition, c'est la notion d'emploi. Grosso modo, on peut considérer qu'un emploi, c'est une activité de travail qui a une rémunération en contrepartie. Donc, par exemple, le fait d'être dans une association à titre bénévole, ça ne rentre pas dans le cadre de l'emploi puisque, comme c'est bénévole, il n'y a pas de contrepartie en termes de revenus ou de rémunération. Bon. Maintenant, par rapport à la situation, on a vu que, en fait, au départ, c'est une difficulté patrimoniale quand on parlait de l'éducation. Parce que d'avoir un ordinateur, d'avoir une connexion Internet, en fait, tout ça, ça relève du patrimoine matériel dont les familles disposent ou ne disposent pas. Donc, le fait de ne pas avoir d'ordinateur ou d'avoir une mauvaise connexion, on ne peut pas assister aux cours, etc. Après, il y a un autre aspect, qui est le patrimoine social, lui, qui est un patrimoine immatériel, c'est-à-dire que les enfants de familles favorisées et eux-mêmes favorisés, eh bien, ont des ressources personnelles parce que familiales, en fait. Donc, ils ont accès à des bibliothèques, papa, maman peuvent expliquer les choses. Quand il s'est agi je vous donne exemple personnel, quand il s'est agi d'expliquer la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à ma fille, parce que le prof avait dit qu'il faut que les enfants découvrent par eux-mêmes les différences. Si je n'avais pas eu une formation scientifique à la fac, j'aurais eu du mal à lui expliquer la différence. Bon, donc, et là, c'était un exemple où il y avait un suivi professoral. Donc, cette période a mis l'accent sur les ressources internes des familles et en contradiction avec l'idéal républicain d'égalité. Puisque, en fait, on a été dans une situation où c'était la réalité la plus matérielle et la plus socialement déterminée qui primait, puisque, en fait, justement, les enseignants sont là pour participer à l'égalité. Ils étaient éloignés de par l'outil, et donc le suivi personnalisé était beaucoup plus difficile dans cette période. Jérôme a parlé de la multiplicité des outils. On a eu un enseignant qui nous expliquait que des parents angoissés ou surconsommateurs appelaient à n'importe quel du jour ou du soir, etc. Dans l'école de ma fille, ils ont mis en place, mais dès l'origine, un système où on ne peut pas envoyer directement des courriels aux enseignants. On a une sorte d'application, on peut envoyer des courriels sur l'application
Et donc, on n'a pas les courriels des enseignants. On peut leur écrire autant qu'on veut, mais on ne peut pas se les partager et puis en faire ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première partie. C'était sur cet aspect-là, où, pour finir, on a assisté à un renforcement, mais très, très intense, presque paroxystique, des inégalités sociales, d'accès et matériel. Et puis après, il y a eu une grosse différence. Ça, on s'en est quand même rendu compte de manière dramatique, qu'en fait, il y avait deux catégories de population. Il y avait deux catégories d'emplois, pour revenir au sujet. Les emplois qui étaient télétravaillables et les emplois dont la nature faisait qu'ils ne l'étaient pas. Avec une zone grise entre les deux, des emplois qui pouvaient être mis en télétravail et dont la direction ne voulait pas qu'ils soient mis en télétravail. Parce qu'on a eu quand même des situations tout à fait surréalistes où des gens étaient obligés de venir travailler dans leur poste de travail pour qu'on leur dise que eh bien maintenant, ils pouvaient, une fois qu'ils étaient venus, ils pouvaient repartir chez eux pour télétravailler. Mais qu'ils avaient dû venir spécialement pour qu'on leur dise qu'ils pouvaient partir en télétravail. Est-ce que Frédéric et Claire, on ne vous a pas entendu encore sur cette question? Non, mais j'ai pris la réunion en cours de route, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai un peu peur de redire des choses qui ont peut-être déjà été dites. Ça t'arrive jamais, Fred. Jamais. Mais non, outre le fait pour la boutade tout à l'heure que bon, on est quand même un certain nombre de pères de famille aussi à pas être complètement à l'ouest et totalement irresponsables et à s'occuper de nos enfants, ne serait-ce qu'une semaine sur deux. Mais oui, le risque effectivement avec la généralisation du télétravail, c'est que les femmes restent à la maison et que les femmes restent à la maison à travailler et à s'occuper des enfants. Le risque aussi, parce qu'au-delà de la question, je ne rentrerai pas sur le débat éducation à distance, qui mériterait tout un autre café du jeudi, mais cette façon de mettre comment dire, le volontariat comme choix de mettre les enfants à l'école ou de reprendre le travail avec on vous fera une attestation, etc., me paraît aussi assez dangereux à long terme, y compris pour la population féminine, parce qu'on sait très bien sur qui ça va finir par reposer un moment. Ah bah vous voulez pas parce que on vous a fait tellement peur pendant 2 mois, alors avec des raisons, hein, je veux dire le Covid-19 ça existait, c'était dangereux relativement, mais c'était dangereux quand même. Donc il y avait voilà, mais on en a tellement rajouté que des gens qui auraient pu être un peu plus rationnels finissaient par avoir des paniques totalement irrationnelles et ne plus entendre les messages rassurants qui pouvaient leur être évoqués. Et donc, on introduit par-dessus cette idée du volontariat qui, effectivement, met en place un système qui est totalement inégalitaire selon les familles et selon les enfants. Mais à la fin, si on n'y prend pas garde, si on rencontre d'autres épisodes un peu compliqués là-dessus, qui va être le premier à se retrouver confronté à bah, tu vas rester à la maison parce que les enfants vont faire les cours à distance ou on va rétablir l'école à la maison alors que ça fait quand même pendant 100 ans on a essayé de sortir les enfants des maisons pour qu'ils ne soient pas confinés dans l'environnement familial pour s'instruire. Et qui sait sur qui ça va retomber, c'est les femmes, c'est celles qui ont des temps partiels mal payés, qui vont rester à la maison et qui vont abandonner leur activité professionnelle, qui vont abandonner des relations sociales aussi à l'extérieur de leur foyer, etc., avec un certain nombre de logiques qu'on peut connaître dans un certain nombre de nos communes où on a déjà des phénomènes de repli qui existent. Plus largement quand même, parce que il y a les emplois télétravaillables, il y a les emplois qui ne sont pas télétravaillables.
il y a besoin sans doute d'ailleurs de revoir une certaine hiérarchie sociale en la matière, y compris en termes de revenus et de salaire et de revalorisation salariale pour tous ces emplois qui ne sont pas télétravaillables. Il y a peut-être la zone grise entre les deux, mais je dirais qu'à un moment, à moins qu'on considère que la majorité des emplois télétravaillables sont des bullshit jobs, comme cette sympathique expression existe, il faudrait se rendre compte que l'emploi, l'environnement de travail, c'est aussi un environnement social. L'environnement social, pour réussir à bien faire son travail, pour réussir à être efficace dans son emploi, ça se passe aussi à la machine à café, ça se passe aussi dans la relation avec ses collègues, ça se passe aussi dans la relation avec les clients. Et quand je dis la relation, mais c'est la relation concrète, physique, enfin distanciée un peu, mais physique quand même. Enfin, on se voit, on se rencontre. En période de non-épidémie, on se serre la main, etc., etc. Et qu'on ne peut pas être efficace pleinement en télétravail. Outre le fait que peut y avoir des abus et que tout ça est très mal encadré et que les ordonnances ont permis les ordonnances pénicaux ont entre guillemets permis d'ouvrir des négociations dans certaines entreprises pour réglementer le télétravail. La réalité, c'est que c'est très peu encadré, ça ne marche pas, et que tout ça se fait à la gueule du client et que les salariés se prennent dans la gueule des mauvais managers à distance comme ils pouvaient se prendre des mauvais managers en présence. Donc, je te coupe pour préciser quelque chose. Est-ce que quand tu dis que le télétravail ne peut pas être une bonne chose, est-ce que tu penses uniquement au télétravail à 100% ou est-ce que tu verrais quelque chose d'un peu hybride qui pourrait exister, qui serait, bon, évidemment pas dans ce contexte-là, mais après cette crise-là, qui serait que des gens auraient une partie de leur temps en télétravail et une autre partie en travail en présentiel. Est-ce que ça te semblerait un peu plus socialement et alors, je ne suis pas pour je le dis, je ne suis pas pour l'interdiction du télétravail. Je pense effectivement, et là pour le coup, c'est une nouvelle démonstration que les ordonnances pénicaux avaient tort sur toute la ligne, puisque même les trucs où ils permettaient d'encadrer, ça n'a pas marché. Donc il faut qu'on remette non seulement toutes les ordonnances, mais ce sujet-là sur le métier. Il faut qu'on réfléchisse à comment on organise et comment on encadre le télétravail, parce qu'il peut être utile, il peut permettre d'organiser d'autres façons de travailler, etc. etc. Mais moi, j'en suis convaincu, le télétravail, ça ne peut pas être à 100% et ça ne peut pas être la majorité de son temps de travail. Voilà. C'est ma vision à moi, hein. Je ne vais pas dire que j'ai raison, mais je pense qu'on a besoin de relations sociales, je pense qu'on a besoin de présentiel et je pense qu'on est plus efficace, même avec des métiers du numérique, quand on a des vraies relations sociales dans le cadre de son travail. Claire, vas-y. Oui, bonjour. Moi, je crois qu'il y a peut-être un problème parce qu'en fait, le télétravail, là, il a été redécouvert par le confinement. Mais il n'a pas du tout, il a été dévoyé par le confinement parce que quand vous parlez du problème du télétravail et des enfants, bien évidemment que dans un télétravail classique, le problème ne se pose pas puisque l'enfant va à l'école. D'autre part, et là je trouve que c'est un peu sexiste, je crois beaucoup, je suis très utopique, mais je crois beaucoup au pouvoir des femmes et elles ne se laisseront pas forcément enfermer dans le télétravail comme étant une femme à la maison, c'est pas vrai. Par contre, le télétravail qui a énormément de mal à sortir, à se faire accepter, notamment beaucoup plus par les employeurs que par les salariés, hein. Il a une petite chance là, au moins, d'être légiféré. Et je pense que c'est ça qui va être, où il faut quand même il faut se battre pour ça, pour arriver à ce qu'il y ait un réel cadre. Que ce cadre, bien évidemment, il se fasse sur la base du volontariat, mais je pense que contrairement à ce qui s'est passé dans le confinement, il y aura plus de réticence au niveau des employeurs. Et d'ailleurs, preuve en est le fait, tu citais cet exemple, le fait qu'on fasse venir la personne, c'est une défiance totale.
Alors, effectivement, il n'y a pas forcément le côté convivial du café, etc. Mais là encore, c'est un côté un peu rose hein, de l'entreprise, parce que le côté tu peux rester au café, moi je connais aussi les employeurs, les patrons qui mettent maintenant des caméras à l'endroit, alors que c'est interdit, à l'endroit du café, aux toilettes, pour voir combien de temps, et les gens sont stressés. Et bon. Donc je trouve que, bon, je suis peut-être très optimiste, moi de nature, hein, mais je trouve qu'il faudrait peut-être se servir de ça pour pouvoir préconiser une réglementation fondée bien évidemment sur le volontariat, avec ce qui est très important par contre, c'est un droit à la déconnexion, ça je pense que c'est indispensable. Mais je ne pense pas que ça soit un danger imminent. Et bon, alors, encore moins par rapport à l'école, parce que de toute façon, on sait très bien que ça va être très provisoire. Ça. Alors moi, j'ai des expériences et d'enfants qui sont en BTS et qui sont en alternance et donc qui ont des cours par écran interposé. Ils trouvent ça d'ailleurs très très fatigant, beaucoup plus fatigant qu'un cours réel. Et en même temps, moi j'ai des expériences de télétravail dans des métiers d'employés, pas du tout forcément de cadres, et qui sont très acceptés. Alors pour une autre raison aussi, c'est que les gens réalisent que peut-être ça va leur permettre, par exemple, de s'éloigner de leur lieu de travail, d'avoir des hébergements moins chers, après le confinement, d'avoir un bout d'herbe, ça paraît idiot, mais ça s'entend. Et donc, voilà, je pense que de toute façon, il n'y a pas, alors on parlait de l'emploi, je crois qu'il n'y a pas un système universel, unique, qui va pouvoir résoudre ni le problème de l'emploi, ni le problème du revenu. Par contre, ce que je crois, mais je me trompe peut-être, c'est qu'il ne faut absolument pas lâcher sur toutes les possibilités, les diversifications du salariat, c'est-à-dire du contrat de travail, et surtout ne pas laisser ce qui est en train de se passer, et Mokhtar avait raison, ce vide qu'on est en train de laisser sur la fausse promesse du patron. La fausse promesse du patron unique de celui qui n'a pas trouvé autre chose et qui, soi-disant, trouve la solution et qui, en fait, est encore plus esclave qu'il ne l'était. Et non, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à trouver peut-être des formules de contrats qui soient des contrats à durée indéterminée, mais avec des systèmes de ce que j'appellerais une mission, c'est-à-dire essayer de trouver un cadre juridique qui permette à tous ces gens-là qui actuellement se dévoient dans l'ubérisation, et ben qu'on arrive à trouver une structure qui permette de les employer et de les mettre effectivement comme salariés, quoi. Et enfin voilà, moi c'est un peu lié au problème du revenu, parce que bien évidemment le revenu, comme vous le rappeliez, c'est les droits et la rémunération. Et ce qu'on est en train de créer par ces faux auto-entrepreneurs, c'est ni droit ni rémunération. Et alors, par contre, je trouve que cette crise a eu au moins l'énorme avantage, c'est terrible à dire, mais de montrer le côté complètement précaire, aberrant et dangereux de tous ces statuts. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Arnaud, vas-y. Il y avait Mokhtar d'abord. Ah, Mokhtar alors. On a la parole avant. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut bien se comprendre. C'est-à-dire que cette crise a mis en évidence une situation qui est complètement nouvelle et en même temps paradoxale, dans laquelle on a demandé à des employés et des employeurs de s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le souci d'être dans la continuité de la production entrepreneuriale. Évidemment, je suis d'accord avec presque tout le monde, le télétravail ne concerne pas tout le monde et, dans une certaine mesure, n'est pas apprécié de la même manière partout. N'empêche qu'il y a une lame de fond très importante que je vois parce qu'on interroge aujourd'hui beaucoup plus sur la maîtrise de l'outil télétravail à travers les différents logiciels qu'on nous propose sur le marché, parce que tout le monde ne maîtrise pas ça, y compris les employeurs et les cadres ne maîtrisent pas. Il pose effectivement, Frédéric le dit si bien, la question
de la continuité et du management, mais comme elle le pose ailleurs, la capacité et la compétence managériale, elle se mesure en dehors aussi du télétravail. On s'aperçoit que les lieux où on presse, les lieux où on met de la pression, les lieux où les gens ne sont pas heureux dans leur boulot, ça vient aussi sur des formes à cause de formes d'incompétence et pas forcément à cause de volonté de produire plus. De la même manière, quand on parle de continuité à travers l'écran, souvenez-vous, le téléphone. Moi, j'étais cadre au moment où les premiers téléphones intelligents sont sortis. C'était H24. Il a fallu qu'on s'adapte là aussi à l'éteindre, à ne plus être en situation professionnelle et en même temps à prendre le recul nécessaire parce qu'on pétait les plombs en fait. Mais non seulement nous, mais en tant que cadre, on pressurisait les autres. C'est la chaîne classique de la manière dont on peut s'interroger sur nos capacités intelligentes à mener des groupes pour pouvoir produire. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, on a posé des questions, le cadre, celui de la continuité, celui des pauses. Je vous ferai remarquer que on mange à la maison. On a 1 heure de temps. On avait l'habitude d'aller manger au café du coin ou à la cantoche. On n'a plus le temps en fait de faire à manger. On est dans un système dans lequel c'est devenu particulier. Ça n'a l'air de rien, mais dans la journée, une journée de travail, on accumule en fait les phases d'interrogation, de pression plus globaux. Donc, quand on a un manager en face qui lui-même est dans l'incertitude, il ne le sait pas en général, il se lève beaucoup plus tôt que d'habitude, il ouvre l'écran beaucoup plus tôt que d'habitude et il le ferme beaucoup plus tard que d'habitude. Et qu'est-ce que ça donne en réalité? Ça donne en face des employés qui ne supportent plus parce qu'on est en continu, pas simplement en continu sur l'écran ouvert, mais en continu dans la consigne, ce qui est effectivement faux dans la journée en termes de quand on partage des lieux parce qu'on a tous des échappatoires. Elles sont à la fois dites et non dites, mais elles sont acceptées en règle générale, même quand le patron met une caméra dans la machine à café, elles sont acceptées. Mais ce qui est accepté encore plus, c'est que la vie de salarié vit par elle-même et elle n'est pas dans l'entreprise collée constamment avec la vie du cadre qui les encadre justement. Donc c'est cette pause-là, c'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il y avait des cadres qui se posaient la question en disant je suis crevé, mais du matin à 8h jusqu'à midi, l'écran était tout le temps allumé et en contact avec les employés, c'est-à-dire que quand même quand il allait chercher son café, il ne fermait pas son micro ni son écran. On voit bien là qu'il y a de l'accaparation, c'est-à-dire de la manière de travailler qui nous interroge beaucoup et qui nous interroge déjà par ailleurs de ce que comment on travaillait auparavant. Je discute avec des instits, parce qu'avec des profs m'énervent un peu en ce moment par rapport à cette situation. Mais les instits, effectivement, je veux dire, il y en a qui sont très carrés avec l'outil informatique et puis l'écran. Ils éteignent, ils ferment, ils ne reçoivent pas et au contraire, ils aménagent aussi du temps par ailleurs pour pouvoir discuter avec les parents quand il y a doute et incertitude. Par contre, il y en a d'autres, ils sont complètement perdus. L'écran est quelque chose de magique alors qu'en fait, c'est un outil. Et on a intérêt, nous, en tant que politiques, à se poser ces questions-là de cette socialisation professionnelle dans laquelle on doit inscrire à la fois des modes de référents qui sont de l'ordre juridique, des modes référents qui sont de l'ordre de la méthodologie, et en même temps des modes référents politiques, parce que c'est là où, Frédéric, je t'alerte, ça se fera sans nous. Parce que c'est un gros avantage pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup d'employés. Ça a l'avantage de pouvoir partir, de pouvoir revenir de temps en temps au bureau, de ne pas payer des locaux, etc., etc. Donc, ça se fera d'une manière ou d'une autre sans nous. Donc, comment la question, comment on accompagne ça? Pardon. Non, mais merci. Arnaud, du coup? Alors, je voudrais commencer par une anecdote. Moi, avant le confinement, je donnais des cours à des agents publics, fonctionnaires ou contractuels de ministères, et que ce soit en centrale ou en service déconcentré, donc en région ou dans les départements. Quand il y a eu la reconfiguration des régions, et qu'en fait les régions sont devenues des méga-régions, donc il y a un certain nombre d'agents qui étaient amenés à devoir faire énormément de trajets pour aller de
leur domicile à leur siège de nouvelle circonscription administrative. Donc, ils avaient énormément de déplacements à effectuer. Et j'ai de nombreux stagiaires qui me demandaient comment ils pouvaient faire pour dépasser l'opposition de principe de l'administration, de leur ministère, y compris déconcentrés, sur leur demande de télétravail. C'est-à-dire que nombreux étaient ceux qui demandaient à être en télétravail, mais pas forcément en télétravail, y compris chez eux, mais en télétravail, parce qu'ils devaient être en contact avec d'autres agents très éloignés, et pour éviter de passer 2h30 de transport avec leur véhicule personnel, qui n'était pas pris en charge par l'administration parce que c'était au sein de leur propre circonscription administrative. Et donc, ils demandaient pour, en fait, gagner du temps d'efficacité de travail. C'était pour ça qu'ils demandaient le télétravail, pour ne pas perdre le temps en trajet, pour être, à dire vrai, plus longtemps en discussion avec leur relation de travail. Et il y avait dans l'administration française une position de principe de refuser le télétravail ou de le limiter au maximum à une journée par semaine. Et donc, pour finir, il y a quand même beaucoup d'agents qui me disaient que eux, en conséquence de quoi, ils avaient demandé à être en travail partiel parce qu'ils ne supportaient plus d'être dans cette pression, dans ce risque du déplacement automobile. Et donc, pour finir, on va assister probablement à un changement de doctrine au niveau de l'État, puisque il y a une constatation qui a été faite, j'imagine quand même, c'est que le télétravail était possible. C'est ça. Maintenant, il faut faire attention, parce que on a eu l'exemple des témoignages des boueurs, d'agents de la propreté à Paris, qui ont expliqué dans une réunion. Je participais au lancement du comité sanitaire parisien, et donc il y avait des témoignages d'agents de propreté qui disaient qu'en fait le télétravail, enfin le confinement avait eu une hiérarchisation du télétravail. C'est-à-dire que les cadres supérieurs étaient en télétravail, les cadres intermédiaires étaient sur le terrain avec les agents de terrain, et que en fait, il s'est développé, c'est ce que le témoignage qu'il disait, c'était une sorte de généralisation du petit chef cadre moyen, puisque le cadre moyen n'était plus contrôlé par son propre cadre, qui était en télétravail, et donc en fait, la bride était lâchée sur le cou du cheval, et donc c'était des cadres qui n'avaient pas la formation sur quels étaient les droits de leurs subordonnés. Donc, comme ils ne savaient pas quels étaient les droits de leurs subordonnés, j'ai vécu les cas psychopathologiques. Donc, ceux qui étaient de bonne foi, la majorité n'avaient des méconnaissances en droit du travail et en droit des salariés. Donc, leur imposer de faire des choses qui mettaient leur santé en péril, puisqu'on était quand même dans une période d'épidémie, d'ailleurs on n'en est pas encore sorti, ça a créé de la tension énorme entre les subordonnés et leurs cadres intermédiaires, puisque justement, il y avait un conflit d'interprétation du droit, donc d'opposition sur « je me mets en retrait, mais tu n'as pas le droit de te mettre en retrait », avec des rappels, des convocations au conseil disciplinaire. Donc ça, c'est aussi une réalité du télétravail. C'est-à-dire que s'il y a des emplois télétravaillables, il faut former ceux qui ne sont pas en télétravail à encadrer physiquement, alors que ce n'était pas au départ leur fonction, puisqu'ils étaient eux-mêmes surencadrés. Ça, c'est le premier point. Le second, je vais être rapide, je rappelle que le statut d'auto-entrepreneur a été créé pour une raison. C'est Nicolas Sarkozy qui, comme avait diminué le montant des retraites, crée un statut juridique qui permettait au départ, rappelez-vous des discours, aux retraités d'avoir un revenu complémentaire. Et donc, en fait, cette précarisation, cette création du statut précaire, c'est une conséquence déjà d'une diminution du revenu, puisque je vous rappelle, la retraite, c'est un revenu socialisé. Donc, en fait, la diminution du revenu des retraités a
pour éviter qu'il y ait un mouvement social des retraités. Je vous rappelle qu'il y a des électoral. syndicats, des associations de défense de retraités, etc. Sarkozy a créé cette possibilité, qui en réalité est un miroir aux alouettes. Moi, j'étais auto-entrepreneur à un moment donné. Ça ne m'étonne pas. Voilà, bien sûr. Moi, les alouettes, j'adore, surtout en pâté. Donc, donc, ça a été créé, ce statut juridique hyper précaire a été créé pour compenser déjà une baisse de revenus. Exactement. Et là, on assiste à une mise en lumière crue et blafarde sur le fait que c'est une illusion être son propre patron dans ces conditions-là. Tout à fait. En fait, c'est une hyper précarisation. Et donc, en fait, j'en terminerai là, on est dans le contre-discours. C'est-à-dire qu'on utilise des termes qui, pour la plupart des gens, sont mélioratifs. Être son propre patron, c'est à la fois une aspiration d'un certain nombre de la population, mais aussi ça a une image positive, dynamisme, d'engagement, etc. Pour cacher une réalité d'aliénation maximale. Voilà, Exactement, c'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Je crois que Jérôme va nous quitter. Voilà, je vous abandonne, je suis attendu en cuisine. Merci pour la discussion. Ne pas tarder non plus. À bientôt. Salut Jérôme. Merci d'être venu. Et par rapport à ce que tu disais, pour essayer d'en revenir à ce qu'on souhaite faire avec Ne les laissons plus faire, justement dans ce contexte-là, quelles seraient vos propositions pour construire? Parce que oui, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que cette parenthèse-là, cette crise-là va faire évoluer les pratiques professionnelles, que la question du télétravail, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, elle va émerger et qu'en effet, il va y avoir des tensions très fortes entre, comme d'habitude, entre les patrons et les salariés. Je mets les auto-entrepreneurs de côté et que nous, notre rôle et ce que nous souhaitons faire, c'est de faire en sorte que les droits des salariés ne subissent pas des coups d'arrêt forts, qui risquent d'être forts. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus, sachant que, voilà, je reprends un peu ce que vous avez dit en élément épars, mais le télétravail, on a essayé de l'encadrer, ça ne marche pas trop. La défiance, elle est plutôt du côté des patrons que du côté des salariés. Il y a des bénéfices pour les salariés, mais il y a aussi des risques que pointait notamment Frédéric, avec ces risques sociaux qui sont qu'en effet, le travail, c'est un univers social, des risques donc pour les femmes aussi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait arriver, avec quels outils, est-ce qu'on pourrait arriver à construire un véritable encadrement de cette nouvelle façon de travailler qui va arriver, avec toutes les problématiques que tu pointais également, Arnaud, sur la question des cadres intermédiaires, de l'encadrement et du management qui va s'en trouver relativement perturbé aussi. Moi, je le redis, quand je parle d'univers social dans le cadre du travail, c'est évidemment pas limité à la machine à café. J'ai voulu faire un bon mot tout à l'heure. J'aimerais pas qu'on caricature ce que j'ai dit. L'univers social, c'est aussi les rapports qu'on a avec les clients, les rapports qu'on a avec des collègues qu'on ne croise pas à la machine à café, les rapports sociaux, c'est-à-dire employeur-employé, les rapports, les employés entre eux par rapport au patron. Et moi, ce qui m'inquiète, et pas que avec le télétravail, mais on a une morcellisation du monde du travail énormément. On a de plus en plus des salariés qui se retrouvent tout seuls dans la journée, que ce soit en télétravail ou en déplacement. Aujourd'hui, on a plein de gens qui sont classés comme ouvriers parce que c'est ce qu'ils sont, qui sont en fait des livreurs-chauffeurs. Ce sont des ouvriers, ils sont tout seuls. Ils ne sont plus dans le grand chaudron de la grande usine qui se transformait en centrale ouvrière et en forteresse ouvrière. Ça pose des problèmes en termes de relations sociales et de défense des droits des travailleurs. Il faut qu'on se le dise quand même. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus facile aujourd'hui de foutre en l'air des années de conquête en termes de droits du travail et de protection des salariés. Donc, moi, je pense effectivement, tu as tout à fait raison, Mokhtar, que si on ne se préoccupe pas de l'encadrement du droit du travail, ça va se faire sans nous sur le télétravail, que bien entendu, c'est une solution qui va être privilégiée et qui va être de plus en plus exploitée parce qu'elle répond à plein de sujets. Mais je continue à penser que ça ne doit pas être le temps majoritaire parce que nous sommes des individus sociaux.
et que à travers l'écran ou à travers un mail, ça ne sera jamais la même chose. Voilà. Je pense qu'on serait super mieux à la terrasse d'un vrai café pour discuter de tout ça, avec un verre de lait ou à Perrier. C'est pas du travail, c'est de l'engagement, Frédéric. Non, mais même, de toute façon, nous sommes des individus sociaux, donc de toute façon, même si c'était de l'engagement, on serait vachement mieux pour le faire. Bref, donc ça c'est une première chose. Et puis attention à ne pas renverser les choses. Quand il y a des choses qui déconnent, se dire que génial, on a trouvé la solution en cadre dégradé, parce qu'on a pris des décisions qui ont fini par dégrader la situation. On va inventer une solution qui répond à une situation dégradée. Non, mais c'est pas bon. Non, mais je réponds par exemple. Juste, Frédéric, mais c'est typiquement l'exemple d'Uber. C'est que pendant un moment, on s'est dit ça marcherait pas. On n'a pas voulu y aller. Et ben voilà la situation. C'est juste ça. Hein. Alors, je reviens, mais par exemple, sur la question des fusions des régions. Moi, je suis fonctionnaire territorial. On a eu pendant des années, et on a encore ce discours qui traîne, big is beautiful. Donc, il faut faire des intercommunalités énormes où les gens ne se connaissent plus. Et il faut faire des régions qui font 500 km de distance. Je ne parle pas des agents de l'État, parlons des agents des collectivités territoriales ou même des élus régionaux. Enfin, je veux dire, un déplacement d'un élu régional aujourd'hui pour faire une réunion de son comité machin au bidule, c'est juste du délire. Il doit prendre 3 heures de transport dans la journée alors qu'on est en province et normalement on ne fait pas 3 heures de transport en transport en commun pour faire ça en dehors de l'Île-de-France. Voilà la réalité. Dire aujourd'hui que pour répondre à ces dysfonctionnements qu'on a créés par choix politique, on va mettre en place du télétravail, ça me paraît renverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à corriger, c'est peut-être parce qu'on a mis en place des mastodontes qui n'apportent aucune valeur ajoutée, plutôt que de se dire ah bon, on va corriger ça en faisant du télétravail. Ce n'est pas du tout pour critiquer le télétravail, je pense qu'il faut le développer. Okay. De la même région, de la même façon, excusez-moi, il y a plein de gens qui se sont découverts à rêver d'une nouvelle vie parce qu'ils ont décidé d'aller se confiner en province, alors qu'ils auraient dû rester bien disciplinés dans leur HLM ou dans leur immeuble de banlieue, comme d'autres. En tout cas, il y en a qui sont allés se confiner en province et qui ont trouvé tous les avantages à pouvoir continuer à travailler avec leur boîte à distance parce qu'ils étaient confinés en province. Il paraît qu'il y a des enquêtes plus ou moins biaisées qui expliquent que c'est une aspiration très forte de plein de gens. Moi, je le dis toujours, même si ils continueront à beaucoup télétravailler et ils rejoindront beaucoup moins, on va dire, le lieu central de l'entreprise, mais qu'ils feront de temps en temps. Il y a un moment, vouloir faire se loger toujours plus loin les gens dans des lieux, non pas où on crée du flux, mais où il n'y a pas suffisamment de services publics, où il n'y a pas suffisamment d'écoles, où il n'y a pas les réseaux et où il n'y a pas les collectivités qui ont les moyens d'être confrontées, de répondre à une arrivée importante de nouvelles populations, on crée des problèmes parce qu'on a voulu répondre. Alors, il y a 40 ans, c'était de se dire on va tous habiter dans un lotissement parce que tout le monde aura son petit jardin et ce sera super génial. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à bien des endroits, c'est la catastrophe. Et là, tout le monde se dit je vais aller bosser en province et ce sera en télétravail. Et puis, au bout d'un moment, on se rendra compte ah ben merde, il n'y a pas les réseaux suffisants, il n'y a pas les services publics, il n'y a pas les commerces, il n'y a pas le même environnement culturel, ma bonne dame. Bref. Etc., etc. Donc, je dis juste un mot, il faut faire attention de la façon dont on renverse le problème et pour ne pas se prendre nous-mêmes les pieds dans le tapis. Sur Uber et sur l'ensemble de l'ubérisation quand même, enfin, je veux dire, on est en retard vis-à-vis de là où ça a commencé. C'est normal, on y arrivait plus tard. Mais les États-Unis, la Grande-Bretagne, depuis longtemps, sont en train de requalifier un à un ces auto-entrepreneurs en statut salarié. Ce n'est pas pour que nous, au moment où on commence à avoir des décisions juridiques qui requalifient
les travailleurs ubérisés en travailleurs salariés, en se disant on va penser à avoir des nouveaux types de contrats qui entretiennent un système d'exploitation, parce que c'est un système d'exploitation qui est pire encore que le salariat. Et je regrette aujourd'hui, un CDI, c'est facile à rompre. Voilà, c'est facile à rompre. Qu'on ne m'explique pas que ce serait vachement mieux avec des contrats de mission. C'est la même chose. C'est la même chose sur les. Pardon, je pense qu'on s'est pas compris, mais c'est pas grave. C'est la même chose. C'est la même chose sur les salaires aux États-Unis aujourd'hui et depuis quelques années, même avec Trump. Il y a un mouvement de fond pour l'augmentation des salaires. Nous, on ne s'en rend compte qu'à l'occasion effectivement d'une crise majeure où on s'est rendu compte que des gens qui étaient essentiels pour la société étaient super mal payés alors que ça fait des années que certaines personnes le disent. Pierre, tu voulais peut-être répondre sur l'incompréhension? Non, parce que bon, c'est pas la peine. Pardon, oui, je ne sais pas que je vais répondre, c'est que je pense qu'il y a des données sur lesquelles il faut qu'on en parle. Moi, j'ai été témoin d'une étude sociologique très précise sur le retour des graphistes, de tous les travailleurs de communication qui allaient acheter une maison en Creuse et qui s'installaient, ça a été un gros phénomène à une certaine époque, et qui, dans des zones complètement désertiques, ont fait des enfants et ont retrouvé du service public, ouverture de classe, etc. C'est-à-dire qu'il y a de la modélisation là qui existe. Alors évidemment, ce sont des notions de classe, parce que ce n'est pas les plus démunis, ce n'est pas les plus fragiles, ce n'est pas les plus ceux qui sont… Mais encore une fois, ce sont des modèles existants et on s'empare de ça, les états-majors d'entreprise s'emparent de ça, et il faut faire très attention plutôt que de rejeter certaines expériences, sinon elles vont être reprises à notre détriment. Je parle encore une fois en tant que politique. Maintenant, Frédéric, moi mon souci par rapport à Uber, je le dis très simplement, hein. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Uber dans certaines zones, les mecs ne mangent pas, ils ne croûtent pas. Voilà. Donc, c'est juste une situation dans laquelle il faut, quand on parle de réalité, il faut qu'on soit bien conscient de ça. Pardon, vas-y. Arnaud, vas-y. Deux choses. Alors, il faut faire attention de ne pas réfléchir en termes de stock et de situation figée, mais en termes de flux. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir du jour au lendemain 10 000 personnes qui vont arriver dans la commune de Trifouilly-les-Oies où il y avait 500 personnes avant. Donc, parce qu'en fait, qui dit télétravail dit infrastructure de réseau. Donc, il faut une borne, le dernier kilomètre. Je ne sais pas qui irait s'installer au fin fond de la Creuse où on est dans une zone blanche pour faire du télétravail. Ça me paraît pas très… Donc, le risque, c'est d'une forme d'accentuation de déséquilibres territoriaux préexistants, mais dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on a actuellement un déséquilibre territorial en faveur des métropoles. Donc, on a les métropoles qui sont hyper denses avec ce qui reste de services publics et des conditions d'accès au réseau qui sont bonnes. Et plus on s'éloigne des métropoles, plus les conditions d'accès au réseau sont dégradées. Plus il y a de zones blanches. Et puis d'un seul coup, on retrouve une métropole et donc on a des zones intermédiaires, etc. Donc on peut en fait imaginer une forme d'exode néo-rural, mais pas pour un retour à la ruralité, mais pour un éloignement des villes, où à ce moment-là, ce serait un déplacement en fait dans les zones de bord. Alors, une zone de bord, ça peut être 100 km, hein, mais ça ne dépend pas de la ville, ça dépend des piliers et des antennes en réalité. Hein. Oui, mais les zones de bord, elles ne sont pas forcément plus aptes à recevoir. C'est ça que je disais. Moi, je ne parle pas d'aller jusque dans la Creuse. Hein. Non, mais j'ai dit que la zone de bord, c'est la nouvelle frontière. Non, ce que je veux dire, c'est que la zone de bord, ce sera la nouvelle frontière. Mais donc, en réalité, ce sera, puisqu'en fait, le temps de déplacement, je fais le choix, je veux déménager, hein, ce n'est pas instantané, mais ça se compte en mois. Alors que la décision publique d'installation d'antennes, enfin décision publique qui n'est pas publique, et c'est un problème en soi. Donc déjà, c'est la décision privée à la demande éventuellement du consommateur ou éventuellement à la demande de la collectivité territoriale, éventuellement. Hein. Donc la première chose, pour qu'il y ait télétravail et un égal accès au télétravail, il faut qu'il y ait du réseau partout. Donc ça veut dire que c'est création d'un service public de l'accès au numérique. Première proposition. Deuxième proposition, par rapport
aux auto-entrepreneurs qui en fait sont des faux salariés. D'une part, donc une loi de requalification et pas simplement laisser ça à la jurisprudence. Tout à fait. Puisque en fonction des décisions des juges, de leur propre Des cours d'appel. patrimoine socio-culturel ou de la cour d'appel, donc voilà. Donc une loi de requalification. Dans la loi aussi, une rémunération minimale. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Moi, avant d'être, j'ai créé une société aussi à un moment donné. Et on a été en concurrence avec des auto-entrepreneurs. Et donc, nous, en fait, quand on était alors, le concept, c'était une entreprise on the fly, c'est-à-dire avec le plus faible montant de coûts fixes. Donc, on ne se payait pas, on utilisait nos ordi perso, etc. L'idée, c'était les coûts fixes les plus bas pour pouvoir payer les salariés, en fait. Et quand on répondait à un contrat, à une offre de contrat, en fait, on était 35% plus cher, enfin 37% plus cher qu'un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui, en fait, n'avaient pas intégré qu'ils devaient payer 23% de cotisation sociale. Et donc, en fait, ils facturaient en net. Donc, bien évidemment, je vous rappelle la première année de l'auto-entrepreneur où, en fait, les services fiscaux ont dit « Ah ben, on va décaler parce qu'il y a plein de gens qui sont dans l'illégalité ou qui vont faire faillite, en fait. » Parce que quand on est auto-entrepreneur, dans les services commerciaux, en fait, on n'a pas d'investissement. Mais quand on est auto-entrepreneur artisan, et qu'on doit acheter les matériaux, etc. Bon. Donc, en fait, on était en concurrence avec des gens qui étaient grosso modo 35% moins chers que nous, à marge zéro pour nous. Parce que nous, en fait, on avait des salariés, donc on payait les cotisations sociales, etc. Donc, en fait, la première chose, c'est une prestation minimale. En dessous d'un seuil, en dessous d'un plancher, vous ne pouvez pas facturer ou vous ne pouvez pas payer des personnes, y compris en prestations extérieures, y compris en tant que fournisseur. Donc, il y a un minimum de revenus. Donc, ça c'est une autre manière, en fait, de lutter contre la précarisation. Parce que nous, on avait démarché, pourquoi? Parce qu'on travaillait pour des grandes entreprises qui ne voulaient pas avoir à gérer 40 intervenants différents. Donc, mais c'était des grosses entreprises. Donc, nous, on travaillait pour elles parce qu'on était l'interface entre eux et nos salariés. Plutôt que pas d'interface et eux devaient gérer en direct 40 ou 50 auto-entrepreneurs différents. Et donc, c'était plus en termes de facilité de gestion et de responsabilité juridique. Parce que quand il y avait un problème, quand il y avait 40 problèmes, c'était 40 procédures. Avec nous, quand il y avait 40 problèmes, il n'y avait qu'une seule procédure, c'était contre nous. Donc, ça, c'est un sujet, un niveau minimal de rémunération ou à l'acte. Parce qu'en fait, si on considère qu'ils sont vraiment indépendants, ils font des actes, un peu comme les médecins. Je ne vais pas plus loin dans la métaphore. Donc, voilà, un niveau de rémunération minimale à l'acte ou à la prestation. J'ai terminé. Bon, est-ce que c'est assez complet, je pense, sur cette question de la modification du travail. Je crois qu'on a des pistes pour bien travailler justement toutes les… Après, il y a un autre aspect quand même, mais peut-être qu'on ne va pas l'évoquer ce soir, c'est l'inégalité des revenus. Quand on voit qu'il peut y avoir un ratio de 1 à 8000, de 1 à 8000 d'écart de revenus, on est dans une société qui ne fonctionne pas. Parce que je ne peux pas imaginer une hypothèse où la qualité sociale de quelqu'un est 8000 fois supérieure à la qualité sociale de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Pour moi, ça n'existe pas, ça. Bien sûr. Et un des biais de rectification de ça, ce peut être au niveau public, justement, la question de l'impôt.
Donc, la question de l'ISF revient sur le tapis, etc. Et je crois qu'on a des propositions à faire, nous aussi, de ce côté-là, bien sûr. C'est pas que la question de l'impôt, on peut tout à fait légiférer pour faire des limitations de salaire. Mais aujourd'hui, même dans les boîtes qui sont censées être sous la tutelle de l'État, on nous dit que c'est pas possible et qu'il faut payer les gens des 1000 et des 100, sinon on ne trouvera pas. Au bout d'un moment, s'il faut remettre des hauts fonctionnaires moins payés à la tête des entreprises d'État, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des tas de trucs à nationaliser. On refera des entreprises d'État. Il faut juste qu'elles soient mieux gérées que celles qu'on avait avant. Ça, c'est le mythe. Je vais devoir vous laisser. Ça, c'est le mythe selon lequel il existerait une compétition internationale du haut entrepreneur ou du haut fonctionnaire. C'est ça. Mais ça n'existe pas, ça. Il suffit de regarder dans le monde. La France n'est pas dans la compétition internationale des hauts cadres dirigeants. Ça n'existe pas. Et il y a une autre idée qui est totalement fausse, qui est qu'il faut payer très très fort un certain nombre de hauts fonctionnaires pour empêcher qu'ils ne soient corrompus. Or, on voit que c'est exactement le contraire qui se passe. Plus ils sont hauts en rémunération, plus ils ont envie d'avoir de hautes rémunérations, et donc ils font des allers-retours. On parlait avant de la pantoufle, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires qui partaient dans le privé. Maintenant, on parle du tourniquet. Le tourniquet, c'est quoi? C'est des hauts fonctionnaires qui vont dans le privé, qui gagnent dans le public, qui font du réseau, qui reviennent dans le public pour apporter avec eux dans leur petite attaché-caisse en cuir les intérêts des privés, donc en fait de capitaliser l'État, et après ils repartent, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une limite maximale de rémunération, autant qu'il faut une limite minimale de rémunération. Et après, je pense qu'on devrait travailler aussi sur la notion de marge, c'est-à-dire que pour un logiciel qui a demandé, qui a un taux de reproduction très faible, un coût de reproduction très faible. C'est-à-dire que vous devez avoir une recherche et développement importante pour la création d'un nouveau logiciel, mais la reproduction du logiciel, une fois qu'il est fait, elle ne coûte rien, ou quasiment rien. Et donc, en fait, on a des marges, donc on a un taux fixe, un coût fixe, par exemple. On a des logiciels qui coûtent 10 millions d'euros à produire. Mais à reproduire, ils coûtent du dixième d'euro, donc des centimes d'euros. Et donc, en fait, quand on achète les logiciels, au prix où on les achète, du reste, on ne les achète plus, on les loue maintenant. Donc, en fait, le vendeur se fait une marge inacceptable sur le consommateur, et c'est cette marge inacceptable sur le consommateur qui fait qu'on a des écarts dans les milieux du numérique, parce qu'en fait les nouvelles fortunes sont des fortunes du numérique qui font des fortunes et qui leur permettent d'arriver à des rémunérations de 1 à 8 000. Donc, et 8 000 par rapport au taux moyen, c'est pas 8 000 par rapport au plus bas. Voilà. Donc, je pense aussi qu'on devrait réfléchir, éventuellement légiférer, parce que moi, je crois que la négociation a ses vertus, mais qu'en termes d'égalité, ce n'est pas le fruit de la négociation, c'est le fruit de la loi, dans un débat public long, parce que ça, c'est d'une manière générale, pour que nos concitoyens qui ont autre chose à faire que de faire de la politique, ils ont à survivre économiquement, et le temps de s'approprier des enjeux et des sujets politiques qui les concernent, il faut qu'il y ait du temps de débat. Et du reste, on voit bien que depuis 2012, en fait, à peu près toutes les lois sont votées en situation d'urgence. Alors, pas l'urgence, mais au sens état d'urgence, mais avec un seul passage devant l'Assemblée nationale, une seule navette parlementaire. Donc, un raccourcissement du débat. Raccourcissement du débat, ça ne permet pas à nos concitoyens de se saisir des sujets, de se documenter s'ils le souhaitent, de comprendre les enjeux et de pouvoir réagir. Et donc, en fait, on assiste à une organisation d'une sidération systématique par manque de temps. Parce que l'agenda politique n'est pas l'agenda de tout à chacun.
Et cette Par manque de temps, ou comme nous disait Frédéric, c'est peut-être un choix politique aussi qui fait que nous avons… Oui, c'est ça. Non, mais c'est un choix politique. J'en suis totalement convaincu. Avant 2012, le recours à la situation de vote rapide de la loi était rare et systématique depuis 2012. Et on voit bien qu'il y a une continuité entre ce que fait le gouvernement actuel et ce que faisait le gouvernement dont François Hollande était le président. Parce qu'en réalité, quand on regarde dans le détail, c'était le même type de technostructure. Et du reste, c'est la technostructure qui soutenait Hollande, qui l'a trahi et qui a soutenu Macron. Voilà. Tout à fait. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles qui disent quand même que le politique doit reprendre le devant de la scène, je crois qu'en effet, on n'était pas nombreux pour ce premier café du jeudi, mais moi, j'ai trouvé ça quand même bien intéressant. Je crois qu'il y a des choses à tirer de ça et qu'on pourra faire vivre sur le moyen et long terme. J'ai une de mes Je vous filles qui embrasse, part je vous pareil, embrasse. On se voit bientôt. En tout Ah cas, non, demain pour certains. Salut, On se voit pas. J'embrasse mon coude. salut. Il a acheté des cours. Ah ben voilà, c'est ça. Ah, voilà. Ah, excusez-moi, je suis obligée de Bon, moi aussi d'y aller. bonsoir à tous. Bonne soirée.